Bonjour, donc moi je suis Hélène Grujon, psychologue au Centre de prévention Bien Vieillir à Clermont-Ferrand. Je vais intervenir auprès de vous aujourd'hui pour vous parler du lien social et du fait de bien vieillir. Donc c'est une thématique qui est vraiment d'actualité aujourd'hui puisque nous avons vécu tous une période de confinement qui nous a mis bien à l'épreuve justement par rapport au fait d'être en lien avec les autres. Donc il se trouve que j'ai monté cette conférence et que je l'ai présentée avant le confinement, mais toutes les thématiques qui sont abordées pendant cette conférence sont vraiment en lien avec ce que nous avons vécu dernièrement. Alors aujourd'hui, j'interviens devant une caméra. Vous n'êtes pas devant moi en réalité, mais je vous imagine virtuellement derrière votre écran pour pouvoir m'adresser à vous. Et ça m'a fait penser à Robinson Crusoe, justement, qui était tout seul sur son île et qui, pour survivre, a dû justement s'imaginer être en lien avec Vendredi pour pouvoir supporter la solitude. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la convivialité et des relations sociales qui sont extrêmement importantes dans le fait de bien vivre sa vie et de bien la vivre dans un âge avancé de la vie aussi. Et à ce sujet, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, qui sont extrêmement intéressantes, et nous allons en visualiser quelques-unes aujourd'hui. Alors déjà, pour démarrer cette conférence, je voulais juste vous citer un auteur que j'ai beaucoup aimé lire, qui à la fin de son livre écrit cette phrase qui m'a fait beaucoup rire, qui dit « Rien ne vaut la solitude, pour être parfaitement heureux, il me manque juste quelqu'un à qui l'expliquer ». Cet auteur, c'est Sylvain Tesson. Il s'est confiné lui-même volontairement dans les forêts de Sibérie pendant plusieurs mois. Et à la fin de son livre, il écrit cette phrase pour expliquer que même une solitude recherchée, eh bien, on souhaite la partager. Et en fait, le partage est essentiel pour être bien dans sa vie et pour être bien en expérience avec les autres. Certains psychologues ont remarqué qu'en fait, en l'absence de bons soins humains, eh bien, les bébés pouvaient développer ce qu'on a appelé l'hospitalisme, c'est-à-dire une dépression très très grave qui freinait le développement physique des bébés. Et en absence de bons soins humains et de relations avec des personnes qui prenaient soin de lui, eh bien, ces bébés pouvaient aller jusqu'à mourir. Donc cette situation a amené à justement faire attention aux relations que les bébés pouvaient avoir avec des adultes référents pour pouvoir supporter le manque de parents, puisque c'était des bébés qui étaient placés donc à l'hôpital ou qui étaient placés à l'adoption. Ensuite, on a aussi remarqué sur un plan médical que en fait l'isolement social était tout à fait assimilable à une situation de stress chronique. C'est-à-dire que quand on est isolé, en fait, on développe un taux très élevé de cortisol et d'adrénaline. Et cela peut engendrer des choses assez importantes comme un risque de décès qui est multiplié par 2 ou une perte d'autonomie aussi. Il y a eu différentes études, notamment celle faite par John Capaccio, qui indique qu'il y a une augmentation de l'hypertension artérielle. On cicatrise beaucoup moins vite aussi quand on est seul dans la vie. Il y a une moindre efficacité du sommeil. Donc comme vous pouvez le voir, les relations avec la santé physique, l'état médical est extrêmement forte entre isolement social et santé physique. Certains individus qui disposent d'un solide réseau amical ont tendance à se sentir parfois esselés, alors que d'autres personnes qui sont solitaires peuvent aussi être tout à fait à l'aise dans un cercle restreint de relations. Ça, c'est aussi un paradoxe. En fait, on fait une nuance entre l'isolement objectif, réel, et l'isolement perçu. Et c'est cet isolement perçu, en fait, qui est le plus important et qui peut engendrer un sentiment de solitude. Et c'est celui-là qui est néfaste pour la santé. Il y a des psychothérapeutes qui ont mis en place des études où des femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein, eh bien, pouvaient voir leur durée de survie multipliée par 2 quand elles pouvaient participer à un groupe de parole.
Ça a été prouvé puisque ce groupe de parole permet, alors c'est un groupe de parole qui était mis en place une fois par semaine pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça a vraiment permis à des femmes de survivre 2 fois plus de temps que ce qui était prévu à cause de cette maladie. Alors ça, c'est des études scientifiques avec des statistiques évidemment, mais ça a été vraiment prouvé. De la même manière, il a été prouvé dans une autre étude que 56% des femmes suivies sur 7 ans survivaient contre 72% des femmes qui peuvent survivre quand elles ont un confident. Donc il y a une augmentation du pourcentage de survie quand une personne malade, une femme malade peut bénéficier d'un confident à qui elle peut parler de son vécu et de la maladie qu'elle subit. Et que s'il fallait vraiment choisir un critère pour bien vieillir, eh bien ce serait celui-là, être en lien le plus longtemps possible avec les gens qui nous entourent et être dans une qualité de relation avec nos proches, mais aussi avec les gens du quotidien. La qualité des relations est vraiment la seule bonne condition du franchissement de tous les cycles de la vie, bien plus que les performances cognitives ou économiques. Alors, il y a plusieurs études qui ont mis en avant aussi ces aspects-là. Et je vais vous parler d'une étude qui a été menée par des chercheurs français à propos du vieillissement et du bien-être et de la dépression. La dépression, pourquoi? Parce que c'est justement une des atteintes majeures du bien-être. Et pour ça, ces chercheurs ont voulu faire un lien entre ce qui pouvait agir sur le bien-être dans le vieillissement. Qui dit être à la retraite dit avoir du temps dégagé de ses obligations professionnelles, sociales et familiales. Et ça laisse plus de place à le loisir. Le loisir, c'est justement cet ensemble d'occupations auxquelles l'individu peut s'adonner de plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, ou pour développer son information, sa formation, de manière complètement désintéressée, pour développer sa participation sociale volontaire, et là on revient au lien social, ou pour développer sa libre capacité créatrice. Alors le loisir ne repose pas toujours, il n'amène pas toujours non plus du bonheur ou de la joie, parfois même il apporte de la fatigue. Alors pourquoi s'adonner à du loisir dans ces conditions? Eh bien c'est parce que le loisir apporte bien d'autres choses. Et justement, il apporte la possibilité de s'épanouir et d'être en lien avec les autres. Alors, dans le loisir, il y a plusieurs types d'activités. Et le fait d'avoir diverses activités eh bien, agit justement sur un moindre score de dépression. Et donc c'est en ça où les chercheurs se sont penchés sur les loisirs et sur ces différentes typologies d'activités. Ils ont remarqué, après leur étude justement, que les activités les plus pertinentes par rapport à une influence sur la dépression ou sur l'absence de dépression, c'était dans un premier temps les activités physiques. Et oui, s'oxygéner et faire du sport, c'est aussi très bon pour le moral. Donc ça, c'est prouvé, mais c'est une conclusion à laquelle on pouvait s'attendre. Et le deuxième point qui vient juste derrière, ce sont justement les activités collectives. Et c'est celles-ci qui sont aussi les plus importantes pour agir sur l'absence de dépression. Ensuite viennent de manière plus éloignée les activités artistiques, les activités manuelles ou culturelles. Donc vous voyez, le sport et le lien social, c'est vraiment primordial pour agir sur notre façon de vivre l'avancée en âge. En revanche, le nombre total d'activités fréquentes, le nombre total d'activités, je veux dire, n'a pas d'incidence dans le sens où ce n'est pas la quantité d'activités qui compte sur l'influence sur le bien-être et sur le moral, mais c'est la qualité de cette activité. Alors là, on va passer à une autre étude à propos d'une matière qui est absolument intéressante et nouvelle, qui s'appelle les neurosciences du bonheur.
Ce sont des Québécois qui ont fait cette recherche à propos de ce qui peut justement agir dans le bien-être et à propos de ce qui se passe au niveau de notre cerveau, justement quand nous sommes dans une situation de bien-être. Alors il y a 4 composants essentiels au bien-être, d'après leur étude. Et ça, c'est cette étude qui a pu le mettre en lumière. Il y a à la fois les émotions positives durables, il y a la réduction des émotions négatives, en deuxième point, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résilience, la possibilité de revenir à un état émotionnel plus positif après une adversité ou après une difficulté qui entame justement notre bien-être. En troisième point, il y a ce qu'on appelle l'empathie, l'altruisme ou le comportement prosocial. Et c'est là où on revient à notre sujet, justement de la qualité du lien social. Et en quatrième point, il y a le vagabondage de l'esprit, la pleine conscience ou la capture de l'attention par les émotions. Ce qui va nous intéresser, c'est l'empathie, l'altruisme et le comportement prosocial. En fait, un des antécédents les plus forts du bien-être est la qualité des relations de l'individu. On se répète, mais c'est pour vous dire à quel point différentes études vont vraiment dans le même sens. Chez ceux qui vivent l'isolement social, les zones du cerveau qui deviennent actives sont exactement les mêmes que celles qui s'activent dans des expériences de douleur physique. Cela revient à dire que d'être isolé, eh bien, c'est aussi néfaste pour la santé qu'une douleur ou que des douleurs physiques. On a remarqué dans cette étude que quand un individu voit une autre personne exposée à un stimulus pénible, eh bien, il se produit chez lui exactement la même activation que si lui-même était confronté à la même douleur. Donc l'individu éprouve un certain niveau de douleur qu'il observe chez l'autre, et cette sensation est d'autant plus importante quand il est relié intimement avec la personne qui l'observe. Donc l'empathie est vraiment à la base de la relation avec les autres, et se mettre à la place de l'autre, eh bien, ça peut amener à ressentir de la même douleur que lui, ou en tout cas à être avec lui dans une situation de difficulté. En fait, on a remarqué que les gens sont plus heureux lorsqu'ils se rappellent d'un achat qu'ils ont effectué pour une autre personne. C'est ce qu'on appelle le comportement prosocial. Et le comportement prosocial augmente le bien-être. En fait, le comportement qu'on peut avoir en direction des autres, quand on donne ou quand on offre des choses aux autres, eh bien, il est bénéfique pour notre santé. Il agit sur notre espérance de vie et nous apporte une plus longue longévité. Donc c'est exactement les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque les participants donnent ou reçoivent de l'argent. Mais on se rend compte quand même qu'il y a d'autres zones du cerveau qui interviennent dans le bien-être, qui sont activées davantage quand justement on donne de l'argent, bien plus que quand on en reçoit. Dans ce sens, l'adage qui dit « il vaut mieux donner que recevoir » se vérifie au niveau neuronal. On va avoir maintenant une autre étude qui indique justement quels sont les atouts pour bien vieillir, les atouts pour avancer en âge en bonne santé physique mais aussi mentale. Donc réussir son avancée en âge dépend beaucoup de nos aptitudes mentales. En fait, on s'est rendu compte que le vieillissement réussi dépendait bien plus de l'individu, donc de la personne elle-même, que ce qu'on a cru par le passé. Bien plus de ses modalités, de ses traits de personnalité, de sa façon de vivre et de son attitude face à la vie. On s'est rendu compte dans certaines études qu'après un entraînement à la compassion, parfois même très très court, d'une journée, eh bien, il y avait une préoccupation à l'endroit de l'autre, un désir d'améliorer le bien-être de l'autre qui était accru. Et que de la même manière, l'entraînement à la pleine conscience et à la concentration apportait aussi une augmentation du bien-être. Et c'est ça le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a toujours la main en fait pour augmenter son bien-être et pour
agir sur le lien qu'on peut avoir avec les autres, même si au départ on s'imagine pas très à l'aise, pas très bon dans la relation avec l'autre, on s'imagine pas très empathique non plus. Eh bien en fait c'est quelque chose qu'on peut changer et à n'importe quel âge de la vie. C'est possibilité de travailler sur soi, de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel ou d'avoir une démarche psychothérapeutique porte vraiment ses fruits et permet vraiment de créer du lien avec les autres qui soit de bien meilleure qualité. Notre cerveau, il est plastique. On a une certaine capacité à changer à tous les âges de la vie et que cette grande plasticité, elle peut nous permettre justement par ces pratiques de méditation qu'on appelle de pleine conscience ou d'entraînement à la compassion. Eh bien, ce sont des techniques qui permettent de développer son lien aux autres, d'augmenter des liens de générosité et par là même d'être avec retour en meilleure santé et dans une situation de bien-être importante. Il y a un grand auteur psychiatre américain qui a apporté ses lettres de noblesse à l'hypnose, qui a pour moi décrit une situation qui m'a vraiment marquée, où il parle d'une femme qui est en état de dépression très avancée dans sa vie, donc une dépression sévère, et c'est une femme qui est veuve depuis quelque temps. Et elle s'enferme dans sa maison, elle se coupe du monde et elle va pas bien du tout. Et Milton Erickson est allé lui rendre visite et il lui a proposé comme possibilité pour sortir de la dépression de faire quelque chose justement qui lui permettrait de soigner son lien aux autres, de soigner le lien social. Et il a été extrêmement ingénieux. Il a remarqué que cette femme, une des seules choses qu'elle arrivait à faire dans ses journées, quelque chose qui lui donnait du plaisir, c'était de faire pousser ce qu'on appelle des roses africaines. En fait, ce sont des petites plantes qui sont extrêmement difficiles à faire pousser, qui s'appellent dans notre langage en France des sympolias. Et il demande à cette femme, qui est par ailleurs très croyante, d'aller offrir donc ces roses africaines à chaque personne dans la paroisse dès qu'il y a une naissance, un décès, un événement important. Et cette femme, en fait, en faisant pousser ces fleurs et en allant surtout les offrir à chaque personne de sa paroisse qui vivait un événement important, eh ben, s'est trouvée à recréer du lien social avec son environnement, avec sa communauté, avec son voisinage, et petit à petit a pu sortir vraiment de cette dépression très sévère. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de l'importance du lien social et de son impact sur notre bien-être. On a remarqué que les gens qui vivaient avec succès, qui vieillissaient avec succès, pardon, possèdent en commun 3 particularités fondamentales. Ils présentent très rarement des maladies, en particulier celles qui sont susceptibles d'entraîner une perte d'autonomie. Ils maintiennent un niveau d'aptitude intellectuelle et physique très élevé et ils sont généralement satisfaits de leur vie et conservent un bon investissement sur le plan social, sur le plan relationnel. Donc il y a 5 facteurs qui interviennent sur le bien-être et la santé mentale et qui peuvent aider la personne âgée à conserver et même à développer son autonomie. La première chose, c'est conserver une bonne estime de soi. Ensuite, garder une identité positive. En 3e position, lutter contre l'isolement et la solitude. Avoir le contrôle sur sa vie. Et enfin, savoir s'adapter. Conserver une bonne estime de soi. L'estime de soi est fondamentale. Elle est déterminée à la fois par nos réussites, nos échecs dans la vie, qui viennent alimenter ou pas notre estime de soi, et cela aussi en fonction des exigences ou des attentes que l'on a. Donc plus on a de réussite au-delà de nos attentes ou de nos exigences, et plus notre estime de soi s'en trouve confortée. Mais l'estime de soi est aussi déterminée par les autres, très fortement. Elle est liée aux expériences subjectives que les autres peuvent nous retourner, c'est-à-dire soit des compliments, soit des critiques. On sait tous à quel point dans notre expérience personnelle, cela a un impact fort.
Alors, certaines études ont mis en lumière qu'au-delà de 65 ans, il n'existe pas de corrélation entre l'estime de soi et l'âge réel, mais avec l'âge subjectif, c'est-à-dire l'âge que l'on se donne, l'âge que l'on vit intérieurement. Et en fait, ça veut dire que plus on se sent jeune, plus l'estime de soi est élevée. On a aussi remarqué quelque chose d'assez étrange. L'estime de soi serait stable de 25 à 49 ans, elle augmenterait régulièrement jusqu'à 69 ans, puis elle déclinerait jusqu'à 90 ans. Donc vous voyez, en fait, il vaut mieux avoir 65 ans que 25 ans si on se situe du côté de l'estime de soi. Donc il y a aussi autre chose qui intervient, c'est les capacités d'adaptation aux changements qui sont inhérents à l'avancée en âge. C'est-à-dire que plus on va vieillir, plus on va avancer dans la vie, et plus on risque d'être confronté, pour certains, à quelques pertes d'autonomie, alors parfois pas très méchantes, comme justement une bonne vue, ou des pertes d'autonomie un peu plus fortes, ou des problèmes de santé plus ou moins graves, ou des petites douleurs. Enfin, on va tous être confrontés à ce genre de situation, plus ou moins fortement. Et en fait, ce qui va agir sur notre bien-être, c'est plus notre capacité d'adaptation à ces situations et la qualité de notre intégration sociale qu'autre chose. Par exemple, je vous parlais de Milton Erickson, qui a été vraiment quelqu'un de, de fondamental dans la pratique de l'hypnose thérapeutique. Et ce monsieur a vraiment développé son génie alors qu'il était fortement handicapé. Mais bon, des génies handicapés, vous en connaissez certainement beaucoup. Pour ne citer qu'un, Stephen Hawking, il me semble, si je ne me trompe pas dans son nom. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ce sont plus des capacités, nos capacités d'adaptation qui vont être très importantes et même fondamentales par rapport à notre bien-être et notre possibilité de bien vieillir. Une autre chose importante, et je vous l'ai dit, c'est le fait de garder une identité positive. Notre identité, elle est fondée avec en fait deux dimensions, notre identité personnelle et notre identité sociale, celle qui se fabrique justement quand on est en contact avec les autres et quand on est intégré dans des groupes d'appartenance. Un des moteurs les plus puissants pour conserver une identité positive, en fait, c'est de se rendre utile aux autres. Donc plus on va être dans des comportements altruistes qui nous mettent en contact avec les autres, plus ça va générer des effets positifs pour notre santé. Et donc le bénévolat, par exemple, est un fort pourvoyeur de liens sociaux et de sentiments d'utilité. Et on a pu remarquer que plus on pouvait donner aux autres, et plus on se sentait utile, et mieux c'était. Et le bénévolat est plus positif, plus constructif quand il nous met en relation directe avec l'autre. C'est-à-dire quand on peut, par exemple, lui donner un repas ou lui apporter un conseil. Si on est plus du côté, on va dire, du back-office, à trier des médicaments ou à gérer des documents administratifs, même en tant que bénévole, on va moins ressentir le bien-être et ce sentiment d'utilité vers autrui qui peut nous apporter une identité positive. Ensuite, il y a le fait donc, de lutter contre l'isolement et la solitude qui sont vraiment des actions majeures pour notre bien-être. Et donc, il y a par exemple une étude qui a été menée pendant 9 ans sur des individus qui avaient une vie sociale active et on a pu remarquer qu'il y avait une mortalité 2 à 5 fois inférieure à ceux qui avaient une vie sociale beaucoup plus pauvre et qui étaient mal intégrés. Donc en fait, vivre seul ou vivre isolé, coupé des autres, a vraiment un impact fort sur notre espérance de vie, sur notre longévité. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est d'aider chaque personne qui se trouve dans une situation d'isolement à sortir de cet isolement, à trouver des solutions pour retrouver du lien avec son entourage, que ce soit sa famille, ou s'il n'a pas de famille, que ce soit avec d'abord peut-être des voisins, des compagnons d'activité qui peuvent petit à petit devenir des amis, et des amis qui peuvent compter fortement. On a pu voir d'ailleurs auparavant, lors de cette conférence, que ce n'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité, et que parfois la présence d'un seul confident peut changer toute la vie. Donc pour lutter de manière importante
contre l'isolement, tout est bon, toutes les activités que vous souhaiterez mettre en place. Donc le conseil qui est vraiment à donner, c'est de suivre un intérêt que l'on peut avoir par soi-même ou un domaine de connaissance que l'on a à développer et qui peut être le sujet de partage avec d'autres, partager ses connaissances ou ne serait-ce que partager sa présence ou sa compagnie avec d'autres, ça peut être vraiment pourvoyeur de bonne santé. On peut même dire que dans certaines études, ça a été remarqué que des personnes qui vivent avec une mauvaise hygiène de vie, mais avec des liens sociaux forts, eh bien, ces personnes-là vivent plus longtemps. Que des individus qui mènent une existence saine, mais qui est bien plus pauvre en relations. C'est pour dire à quel point le lien social est fondamental et que l'aspect relationnel est important dans la vie et dans la façon dont nous avançons en âge. Donc on peut dire que l'isolement est malheureusement un accélérateur puissant du vieillissement et que en moyenne ceux qui ont un lien fort, qui ont des liens forts et stables avec leur entourage possèdent vraiment un net avantage. Alors les centenaires nous apportent des éléments de compréhension aussi. Ils sont intéressants à prendre en exemple. En fait, on remarque que les centenaires, pour devenir centenaires, ça veut dire qu'ils ont survécu pour la majorité à la perte de leurs amis ou de leur famille qu'ils ont perdus et que pour autant, ils ont conservé avec leur entourage des relations qui comptent. Et ce sont souvent presque jamais des solitaires. Ils ont toujours autour d'eux des gens qui sont loyaux, qui leur apportent quotidiennement un soutien physique et psychologique. En fait, ces centenaires, ils ont souvent développé un certain charisme lié à leur personne, à leur personnalité, qui inspire le respect et l'affection et qui exerce un pouvoir fort d'attraction sur les gens. Et en fait, c'est un outil de survie pour eux, important, et qui leur permet de retenir l'attention des gens autour d'eux, de leur famille ou de soignants ou de voisins qui, du coup, deviennent des personnes qui comptent pour eux. En fait, pour lutter contre l'isolement et la solitude, il est important, et c'est ces centenaires aussi qui nous l'apprennent, de disposer d'une capacité à communiquer qui soit efficace et plaisante. Avoir des bonnes compétences sociales améliore vraiment incontestablement le bien-être et la santé. Donc avant même la famille, on remarque que ce sont les relations amicales qui constituent la principale source quotidienne d'émotions positives, tout simplement parce que si l'on ne choisit pas sa famille, on est libre de sélectionner ses amis et que souvent dans les contextes familiaux, parfois, il faut faire des compromis qui peuvent être compliqués, difficiles à vivre, alors qu'avec les amis, c'est plus aisé. Rien n'est jamais complètement acquis et on vit les choses avec plus de facilité, plus d'aisance. Donc la qualité des relations amicales est vraiment primordiale. De la même manière, la qualité de la relation conjugale compte, est importante pour la santé des personnes, dans le respect de chacun et aussi en ne comptant pas sur son conjoint pour être dans le bien-être, parce que c'est un bien-être qu'on se forge soi-même et qu'on ne reporte pas complètement sur son conjoint. Et c'est dans le partage, on va dire, des bien-être personnels en proximité avec un conjoint que la relation conjugale peut être aussi très positive. En fait, il est préférable au seuil de la grande vieillesse de développer une certaine tolérance à rester seul. C'est en étant confortable avec soi-même et en trouvant plaisir à sa propre compagnie, en fait, qu'on augmente ses chances de devenir une présence agréable pour les autres. Ça, c'est quelque chose, justement, que l'on peut aussi apprendre à tous les âges de la vie, peut-être un peu plus dans la lenteur du temps qui est libre quand on n'a plus d'activité professionnelle, mais aussi dans des techniques comme la méditation, comme les psychothérapies aussi qui permettent de se confronter à soi et aussi de travailler sur ce lien que l'on peut avoir avec soi-même et par là même avec les autres.
Donc sur le plan physiologique, les liens sociaux amortissent vraiment les effets du stress. On a remarqué qu'ils abaissaient la production des hormones que nous fabriquons en situation de stress. Donc les personnes qui effectuent une tâche stressante, on a même remarqué que quand elles le font en présence d'un ami, eh bien, elles ont leur rythme cardiaque qui diminue et une pression artérielle bien plus faible que celle qu'ils peuvent réaliser quand ils sont seuls. Donc c'est pour dire à quel point la relation avec l'autre a des effets physiologiques démontrés. Donc je peux que vous inviter à trouver de la compagnie, même dans des activités que vous pourriez faire seul. Et bien finalement, il y a toujours du bénéfice à être accompagné. Et encore une fois, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Et plus la relation a de sens pour soi, et meilleur sera son impact sur votre santé. Alors parmi les facteurs qu'on a mis en avant, il y a un autre facteur qui est important, qui est celui d'avoir le contrôle sur sa vie. En fait, c'est à mettre en lien avec cette liberté, cette capacité à prendre des décisions. Plus on a la conviction et plus on a la sensation de conserver une maîtrise et une responsabilité sur les événements de sa vie, et plus on aura accès à un sentiment de bien-être. C'est pour cela qu'il est vraiment primordial, même pour l'entourage qui est auprès d'une personne très âgée, qui est peut-être même dans une grande dépendance financière ou physique, de lui laisser la possibilité de prendre des décisions pour elle-même. De la même manière, on ne peut qu'encourager la participation des seniors ou des personnes placées en institution à des décisions qui concernent l'ensemble de l'institution. Plus cette liberté de décision sera là, importante et intacte ou conservée, et plus cela agira sur le bien-être de la personne qui avance son âge. L'autre capacité indispensable aussi pour bien avancer en âge, c'est pouvoir s'adapter. L'individu qui réussit à s'adapter conserve vraiment un sentiment d'efficacité personnelle et une forte croyance dans sa capacité de contrôle sur sa vie. Et là aussi, on a vu avec justement l'exemple des centenaires à quel point savoir s'adapter était vraiment primordial. Donc il y a un auteur, le docteur de la Doucette, qui a mis en lumière 7 conditions pour vieillir avec succès. Ça va revenir sur des sujets qu'on a déjà abordés pendant cette conférence, mais on les reprend tranquillement. Il y a le fait de maintenir un degré d'autonomie satisfaisant pour soi. La possibilité aussi de conserver la maîtrise et la responsabilité des événements. On vient d'en parler justement. Avoir de bonnes capacités d'adaptation, entretenir des relations affectives de qualité, rester engagé dans la société et avoir des revenus suffisants qui, on va dire, apportent du confort financier et qui facilitent une certaine adaptation importante dans des changements de vie liés justement à l'avancée en âge. Et il y a aussi le fait de donner un sens à sa vie. Alors pour terminer, je voudrais vous lire une petite histoire. Il était une fois un vieil homme, assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s'approcha et lui dit « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?»« Égoïstes et méchants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir, dit le jeune homme. » Le vieillard répondit « Tu trouveras les mêmes gens ici. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. « Je viens d'arriver dans la ville, dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme répondit de même. « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Ils étaient bons et accueillants, honnêtes. J'y avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à la quitter, répondit le jeune homme. Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux, non loin de là, avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. « Comment peux-tu donner 2 réponses complètement différentes à la même question posée par 2 personnes ? Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte son univers dans son cœur. »
Voilà, je voulais vous confier cette petite histoire parce que je la trouve assez illustrative de notre propos et aussi pour vous encourager à prendre du champ, à transformer vos relations avec les autres si elles ne vous conviennent pas tout à fait. Il y a toujours moyen d'apprendre, de s'adapter et de s'ouvrir aux autres. Et pour cela, quitte à se faire aider parfois par un professionnel ou par des techniques comme la relaxation, la méditation ou l'hypnose, tout ça peut vous aider justement à accentuer votre relation aux autres de meilleure qualité, à la rendre de meilleure qualité, et surtout à vous permettre d'agir sur votre santé, votre bien-être, pour bien avancer en âge. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.